Les perles du jour. Le ministre de l'Éducation nationale veut donc lutter contre l'usage des téléphones portables au lycée, Perico. Oui, Maud, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffrey, a confirmé ce mercredi que l'interdiction des téléphones portables dans le lycée entrera bien en vigueur à la rentrée prochaine. On va le faire, a-t-il dit dans une interview, réaffirmant une mesure annoncée par Emmanuel Macron fin 2025 et confirmée par Madame Borne et votée par le Parlement. Cette extension de la règle, déjà en vigueur, ça dure depuis 2018, rappelons-le, dans les écoles et collèges, avec la pause numérique généralisée, vise à protéger le temps scolaire dédié à l'apprentissage et aux échanges. Le temps de l'école, ce n'est pas le temps du téléphone. Merci, monsieur le ministre, avait insisté le ministre à l'époque. L'interdiction sera générale dans l'enceinte des lycées, mais les chefs d'établissement, on l'imagine, pourront prévoir des exceptions via le règlement intérieur, par exemple pour l'usage en cantine, le système de Bible, vous savez, puis pour les élèves en enseignement supérieur dans les lycées, ou des besoins spécifiques. Évidemment, on n'est pas des gendarmes. Alors cette mesure s'inscrit dans un plan plus large pour améliorer le climat scolaire, interdiction des réseaux sociaux de moins de 15 ans, là aussi important, en cours de mise en œuvre, renforcement de la civilité, priorité sur la tranquillité des établissements. Le ministre insiste surtout sur son caractère symbolique et de santé publique, mais les parents doivent comprendre, et les enfants aussi, pour permettre aux élèves d'effectuer une scolarité complète sans portable du primaire au lycée. Je vous signale qu'il y a déjà des établissements, je ne vais pas les citer, où c'est déjà en vigueur et en pratique. Normalement, c'est déjà interdit. Et voilà, et où les enfants, et puis d'autres où c'est très rigoureux, plutôt dans l'enseignement privé, et les enfants se portent très bien, et leurs résultats scolaires sont excellents. Vous savez, moi j'ai fait que du public et à chaque fois c'était interdit, donc je comprends même pas pourquoi ça a été levé. Et maintenant vous avez l'intelligence artificielle qui va se rajouter là-dessus. Ce sera même plus la peine d'aller à l'école, on enverra tout de suite le DST par Internet. On vous parlait hier du concert organisé par la France Insoumise, place de la République, à l'occasion de la fête de la musique. Il pourrait finalement ne pas avoir lieu. C'est leur droit de faire une fête de la musique, quel que soit le parti, d'ailleurs même le RN s'il le veut, mais là il y avait un petit problème, c'est que la préfecture de police de Paris a dit non aux Insoumis. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon avait prévu, il a toujours prévu d'organiser dimanche soir sur la place de la République un concert antiraciste pour la fête de la musique. Jusque-là, on a droit même de thématiser voilà. Mais dans un arrêté publié le 17 juin hier, le préfet de police de Paris interdit l'événement pour risque de trouble à l'ordre public. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon, alerté, dénonce un scandale démocratique grave en période électorale, même si on n'est pas encore tout à fait. LFI dénonce qu'il va déposer un recours, évidemment. Alors, des rappeurs, une drag queen et des prises de parole politiques, mais c'était le programme initial présenté par les Insoumis. Ce qui pose problème, c'est qu'il y aurait la présence d'Assa Traoré et du rappeur Medine, à qui il est reproché des propos incitant à la haine. Avec le risque, assure le préfet, ou prétend le préfet, d'attirer un public hostile aux forces de l'ordre. Alors, comme on sort des heures consécutifs au PSG, qui était aussi une fête de la victoire, on a vu comment ça s'est passé. On comprend que les pouvoirs publics aient une méfiance, une prudence, donc interdiction. Alors attention, ça va au tribunal administratif. On a vu des tribunaux administratifs casser la décision du préfet. Voilà, mais on se doute que si ça tourne mal dimanche soir, cette fête de la musique, si ça se finit comme les émeutes du PSG, c'est sûr que la France Insoumise portera la responsabilité. Bon, là pour l'instant, les pourparlers sont en cours. Espérons qu'on va trouver une solution à l'amiable, mais rien n'est garanti. La maire de Saint-Denis, c'est le maire. Le maire, oui, le maire de Saint-Denis. J'ai dit la maire, oui. Le maire de Saint-Denis s'est encore illustré avec une petite phrase très polémique au sujet de la Marseillaise. Et je vous disais, Maud, tout à l'heure, que je voulais en faire mon humeur du jour, mais de peur de m'emporter, parce que la phrase m'a quand même scotché. Je vous ai confié le soin de décrypter cette information. Alors, je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus soft. Moi, j'ai une question pour Bali Bagayoko. Vous êtes qui, en fait? Vous avez été élu par qui et pourquoi? Depuis le début de votre mandat, c'est-à-dire il y a moins de 2 mois, vous ne faites que du communautarisme. Si on vous reproche le moindre excès, on est raciste. Et aujourd'hui, vous nous expliquez que siffler la Marseillaise, c'est normal, c'est légitime. Parce que c'est ça qu'il a fait, Perico. Dans le journal L'Opinion, mardi, le maire de Saint-Denis a dit la chose suivante, ouvrez bien vos oreilles. Siffler la Marseillaise quand la France se déshonore par ses actes à l'international, c'est un droit à la réplique populaire. Donc non seulement M. Bagayoko fait l'éloge de l'insurrection au cas où le RN passerait en 2027, mais en plus il légitime le fait de siffler l'hymne national antidémocratique, anti-républicain, anti-France. Tout ça au nom du peuple, évidemment. Mais de quel peuple, pardon, ça j'en sais rien. Je vais vous faire un aveu, j'ai tweeté la phrase de M. Bagayoko à un ami. C'est ça l'information. Voilà, à un ami, j'ai envoyé l'information, forwardé l'information à un ami élu de gauche, très à gauche. Et voilà, et qui m'a répondu, mais quel gland, celui-là. Et donc, du coup, je vais vous lire ce que j'ai tweeté. Tout simplement, à l'adresse du maire de Saint-Denis. La Marseillaise n'est pas l'hymne du gouvernement de la France ni de ses institutions politiques. Elle est l'hymne de la nation française dans sa totalité. Ces propos sont donc une insulte au peuple français. Des femmes et des hommes ont donné leur vie au nom de cet hymne et au son de cet hymne pour qu'un jour Bali Bagayoko puisse être élu maire de Saint-Denis.
il crache dans la soupe. Je pense qu'il crache dans la soupe. Il est maire, il représente la République française. On peut aussi défoncer la statue de Marianne à coup de maillet, parce qu'elle représente aussi quelque part du colonialisme. Et puis je pense que le drapeau français va finir en petits morceaux pour être mis aux toilettes. C'est-à-dire, ça va s'arrêter quand le dénigrement des symboles de l'État. Voilà, surtout la Marseillaise. C'est un chant violent, je reconnais. Chant d'armée du Rhin sur la Révolution, chant des révolutionnaires de Valmy. Voilà, on va pas siffler le chant des soldats du peuple français qui va défendre la Révolution à Valmy. Mais enfin, est-ce qu'il a fait des études d'histoire? Il faut qu'il étudie. Plus c'est un garçon intelligent, c'est un garçon cultivé. Je pense que la phrase lui a échappé ou qu'elle lui a été dictée par un dignitaire de la France insoumise. Je sais pas. Non, je pense qu'il est plus intelligent que ça. Ah, ça ressemble enfin, quand on va même. Pas disserter maintenant, on n'en sait rien, il faudra lui poser la question. Mais ça ressemble à du Logu, du Mathilde Panot, du Bono, enfin voilà, on verra bien. Mais enfin, j'espère qu'il va rectifier parce que c'est très très ennuyeux d'avoir un maire qui dit qu'il faut siffler la Marseillaise. Surtout à l'international. On n'a plus l'international, on n'a plus d'influence, on n'a plus rien. Bon, passons. Le Conseil constitutionnel a encore frappé. Il refuse de permettre l'organisation d'un référendum au sujet de l'euthanasie, Perico. Oui, c'est le sénateur LR François Spinner qui s'opposait à la loi sur l'aide à mourir et qui dénonçait l'euthanasie. Et voilà, il estimait possible de passer par la voie référendaire. Le Conseil constitutionnel lui a opposé une fin de non-recevoir, jugeant que sa proposition de loi n'entre pas dans les champs des possibilités du référendum d'initiative partagée. Les sages ont dit il n'est pas possible d'organiser un référendum sur des questions d'ordre éthique relatives à la fin de vie. A tranché le Conseil constitutionnel, c'était hier 17 juin. C'est la première fois, notons-le, que les sages ferment la porte à l'idée de consulter directement les Français sur l'aide à mourir, suicide assisté ou euthanasie. L'éventualité d'un référendum avait été évoquée plusieurs fois par Emmanuel Macron depuis qu'il a porté le projet de loi prévoyant l'accès à l'aide à mourir en mars 2024. Depuis, le texte devenu proposition de loi a franchi les principaux obstacles de son adoption. Après une troisième lecture à l'Assemblée nationale le 22 et 26 juin, puis au Sénat à partir du 30 juin, le gouvernement table sur son adoption définitive le 15 juillet. Et Marion Maréchal a fait une remarque effectivement assez pertinente. Alors, il s'avère que pour ce coup-là, disons que le Conseil constitutionnel est dans son rôle. Mais Marion Maréchal a demandé, est-ce qu'il serait pas plus simple de demander aux sages du Conseil constitutionnel quelles sont les lois que vous nous autorisez à voter et qui sont conformes à la Constitution. Ça évitera de perdre du temps, des crispations et des tensions. Vous avez été heurté par l'action des féministes du collectif Nous Toutes, visant Édouard Baird cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé, Maude ? On va remettre l'église au milieu du village parce qu'apparemment, chez certaines, ça coince un peu. Édouard Baird, vous savez, c'est cet acteur mythique capable d'improviser des répits cultes et des chroniques matinales dont on ne se lassera jamais. C'était sur Radio Nova à l'époque. Il vous donnait la niaque, il vous donnait envie de vous lever et d'aller conquérir le monde. Et en 2024, 6 femmes ont décidé de l'accuser de harcèlement sexuel, mais sans jamais porter plainte. C'est important de le préciser. Il avait à l'époque présenté ses excuses dans une déclaration publique. L'un de ses spectacles avait même été annulé et depuis, Édouard Baird n'a plus jamais été invité nulle part. L'année dernière, on lui a proposé de jouer Cyrano au théâtre du Gymnase. Franchement, quel plus beau retour sur les planches que dans le costume de celui qui incarne le panache. Aucune promotion, aucune publicité, aucun plateau, aucun studio. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on vit dans un monde où les lobbies, où les groupuscules néo-féministes font la loi contre la loi. C'est l'ère de l'inquisition d'une poignée de nanas radicalisées qui fait la loi, qui fait foi, et que la justice passe ou non, elles s'en foutent. Et cette semaine, des militantes néo-féministes du collectif Nous Toutes ont collé des affiches sur le théâtre du Gymnase avec la mention agresseur, ciblant Édouard Baird et Atmen Khelif, qui lui a essuyé une plainte avec un non-lieu pour prescription. Ça veut dire qu'Édouard Baird, parce que c'est lui qui m'intéresse, en plus d'être marginalisé par un système pas très courageux, doit subir un harcèlement contre lequel il ne peut rien. Édouard, faut quand même savoir que pour le sortir de sa grotte, faut y aller. Quand vous voulez l'inviter à un dîner, à un événement privé, à un verre, c'est très compliqué. À tout moment, il croit que ça va être un piège. Donc, ras-le-bol de ces gens qui font leur propre loi et qui sèment la terreur dans la vie des autres. Des vraies victimes, il y en a. Et ce serait bien de ne pas les invisibiliser avec ce genre d'action stérile. Absolument. On a suffisamment de vraies victimes et de vrais coupables. Voilà. Soyons très prudents quand on accuse des gens. Et voilà. Et la justice dira évidemment ce qu'il en est s'il y avait des choses beaucoup plus graves. Le musée du Louvre ne va pas mieux, Perico, depuis le cambriolage et les fuites d'eau. Oui, Maud, en crise depuis le spectaculaire cambriolage d'octobre dernier, le musée du Louvre est à bout de souffle et fait face à un mur d'investissement, a alerté hier son président, le nouveau président Christophe Léribaud. On peut le dire sans embâche, malgré son imposante majesté, malgré l'engagement quotidien de ses équipes, c'est un Louvre à bout de souffle, a déclaré donc le nouveau président devant la commission du Sénat, la chambre haute du Parlement. Le dirigeant nommé en février, ses équipements, ses infrastructures arrivent enfin
de cycle. C'est tragique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça va être... on pensait qu'il allait avoir les moyens. Ça devient un dossier national. Mais si lui, il exprime en ces termes-là devant les sénateurs, c'est que la situation est peut-être un peu plus grave qu'on ne pensait. Voilà, espérons que la République en a un château de Versailles. Prochain dîner avec Trump, je propose que ça soit au Louvre. Comme ça, on fera un peu la façade. Et puis le toit risque de s'écrouler sur eux, mais c'est pas grave. Bon allez, Shein au BHV, c'est déjà terminé. On en parle dans un petit instant avec l'adjoint au maire de Paris en charge de l'emploi et de l'insertion, Nicolas Bonnet-Ouladj. Restez bien avec nous et appelez-nous, réagissez, posez vos questions en direct sur Sud Radio au 0826 300